Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui un cours qui est très important en hématologie, donc c'est l'anémie ferriprive, d'accord. Et si c'est la première fois que vous regardez ces vidéos, j'espère surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos. C'est parti. Alors, comme définition, d'accord, c'est quoi une anémie ferriprive? Donc, déjà, le mot anémie veut dire, donc c'est un signe biologique qui veut dire la diminution du taux d'hémoglobine dans le sang, d'accord, donc anémie. Cette anémie, elle a comme mécanisme la carence martiale, cette fois-ci, d'accord. Elle a comme mécanisme la carence martiale, c'est-à-dire une diminution du fer. Donc si on retrouve une anémie qui est associée à une carence en fer, on appelle ça une anémie ferriprive, d'accord. Donc le premier point à retenir, que l'anémie ferriprive n'est pas une maladie en elle-même, c'est un symptôme, c'est un signe biologique, disons, c'est un signe biologique qu'il faut rechercher la pathologie sous-jacente. La pathologie sous-jacente. Parfois, l'anémie ferriprive ne relève aucune pathologie à part certaines situations comme la grossesse. La grossesse n'est pas une pathologie, mais elle peut donner une anémie ferriprive, d'accord. Donc, disons que l'anémie ferriprive est un signe biologique dont il faut rechercher l'étiologie. D'accord. L'étiologie, elle peut être une pathologie, comme elle peut être une situation normale, comme la grossesse ou autre, qui fait qu'il y a augmentation des besoins en fer, et du coup, on aura cette carence en fer et l'installation de l'anémie, d'accord, qui est liée en l'épuisement, qui est en rapport avec un épuisement des réserves en fer dans l'organisme. Il faut savoir que notre organisme stocke le fer dans le foie, d'accord. Et si on a une carence en fer, la première chose que l'organisme va faire, c'est de mobiliser ce stock. Quand le stock sera épuisé, et donc on aura l'installation de cette anémie. D'accord. Épidémiologie, donc il faut savoir que donc c'est l'anémie la plus fréquente parmi les anémies carentielles. On a les anémies par carence en vitamines B9, B12, etc. Donc la carence en fer, elle est plus fréquente dans le monde. Se voit bien sûr à tout âge de la vie. Les terrains particuliers, c'est particulièrement les enfants, où les besoins vont être plus grands par rapport aux besoins de l'adulte. Les adolescents, la même chose, d'accord. C'est la même chose. La femme enceinte, donc à cause de la grossesse, le besoin en fer donc augmente, et donc on aura dans certains cas pour les femmes enceintes, donc on aura une carence en fer et l'installation de l'anémie, et les allaitantes la même chose, d'accord. Il représente un problème de santé publique en Algérie. Donc vous voyez, 44 à 55% des femmes enceintes souffrent d'anémie ferriprive, et 14% des nourrissons. Alors, pour comprendre les bases physiopathologiques, il faut comprendre un petit peu de physiologie sur le métabolisme du fer. Donc, un mot sur le métabolisme du fer. Donc, répartition du fer dans l'organisme. Donc, on peut retrouver le fer dans l'alimentation, d'accord. Donc, c'est un facteur exogène oligo-élément, d'accord, le plus abondant des métaux de l'organisme. Parmi les métaux de l'organisme, le fer, c'est le plus abondant. Il est indispensable à l'érythropoïèse. Donc, l'érythropoïèse, c'est bien sûr l'aboutissement à les différentes étapes de la synthèse des globules rouges, d'accord. Donc, l'érythropoïèse nécessite du fer, d'accord. La synthèse de l'hème de l'érythroblaste. Donc, le globule rouge passe par différents stades, d'accord, pour aboutir au globule rouge mature. Et bien sûr, à l'intérieur du globule rouge, vous savez qu'il y a de l'hémoglobine. L'hémoglobine est une particule qui est composée de l'hème et globine. Globine, c'est une particule protéique, d'accord, qui est formée de 4 chaînes, de alpha et de bêta, vous savez ça. Et bien sûr, on a de l'hème, d'accord. L'hème, parmi les constituants de l'hème, c'est le fer. Si on n'a pas du fer, on ne peut pas constituer de l'hémoglobine, et donc on aura la diminution de l'hémoglobine, et donc on aura de l'anémie, d'accord. Transport de l'oxygène et les électrons, là, c'est les actions et l'importance du fer dans l'organisme. Donc, il ne participe pas seulement à l'érythropoïèse, mais il est indispensable aussi au transport de l'oxygène et les électrons. D'accord. Bien sûr, il intervient dans les réactions d'oxydoréduction, ça ne nous intéresse pas. La chose qui nous intéresse, c'est l'information, c'est que le fer est indispensable à l'érythropoïèse. D'accord. Une information à garder en tête, chez l'adulte, la quantité totale du fer dans l'organisme est de 3 à 4 grammes.
Et bien sûr, cette quantité totale de 3 à 4 grammes, elle est répartie en 3 compartiments. Alors, voyons un petit peu ces 3 compartiments. Donc, on a premièrement le compartiment fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionnel? C'est le fer qui entre dans la synthèse de l'hémoglobine. D'accord? On l'appelle le fer hyménique. Hyménique, qui rentre dans la synthèse de lait, d'accord, donc le fer hyménique. Donc vous voyez, c'est la majorité du fer dans l'organisme. Donc il représente 70% du fer total, soit 2,8 grammes. Il est constitué essentiellement par le fer de l'hémoglobine, d'accord, et de la myoglobine. Vous voyez que la majorité est constituée par le fer qui va constituer l'hème, d'accord, l'hème de l'hémoglobine, d'accord, parce que l'hémoglobine constitue de la globine et de l'hème, et le fer entre dans la synthèse de l'hème, d'accord, très bien. Alors le compartiment de transport, d'accord, le compartiment de transport, c'est le compartiment qui circule dans le sang. C'est ça le compartiment de transport. On appelle ça toujours fer non hyménique, parce que ce n'est pas le fer qui entre dans la constitution de l'hème. Donc il représente, vous voyez, 0,1% du fer total. Donc il circule dans le plasma. Et bien sûr, vous voyez que le fer qui circule dans le plasma, il est toujours et exclusivement lié à la transférine. Donc la transférine, c'est la protéine qui fait circuler le fer au niveau du sang. D'accord? Et donc quand on mange par exemple un aliment qui contient du fer, le fer, quand il est absorbé par l'entérocyte, donc la cellule intestinale, il est généralement absorbé au niveau du duodénum, d'accord? Quand il va vers la circulation sanguine, donc il est transporté par la transférine. La transférine est aussi appelée sidérophiline, d'accord? Donc ce sont des synonymes. Le troisième compartiment, c'est le compartiment de réserve. Je vous ai dit tout à l'heure que l'organisme stocke le fer, comme il stocke par exemple le glycogène, il stocke le fer dans le foie généralement. C'est aussi un fer qui est non hyménique, il représente 25% du fer total, d'accord. Et ces réserves se situent essentiellement au niveau du foie et des cellules du système phagocytaire mononucléé sous forme de ferritine et d'hémosidérine. Donc à l'intérieur des hépatocytes, on retrouve le fer stocké sous forme, disons, sous une protéine, donc qui s'appelle ferritine ou hémosidérine. Donc ferritine et hémosidérine ne sont pas des synonymes. Donc la ferritine à part et l'hémosidérine à part. Seulement, ce sont deux formes de stockage. Et généralement, la mobilisation du fer qui est sous forme ferritine est plus rapide que la mobilisation du fer qui est sous forme d'hémosidérine. D'accord? Donc, ce sont deux formes de stockage. Mais il faut savoir que la forme qui nous intéresse, la forme de stockage qui nous intéresse, c'est la ferritine. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Alors, mouvement du fer dans l'organisme. Alors, on a déjà dit tout à l'heure qu'il y a une quantité qui est stable dans l'organisme de 3 à 4 grammes. D'accord, dans l'organisme. C'est-à-dire ce qu'on mange, donc c'est-à-dire que les entrées du fer dans l'organisme doivent être égales aux pertes pour que la quantité reste stable. Si on mange du fer, il n'y a pas de pertes, la quantité du fer dans l'organisme va augmenter. D'accord? Très bien. Donc, toujours, il y a la notion d'entrée du fer dans l'organisme par les aliments qu'on mange et la notion du sortie du fer de l'organisme, que ce soit par les urines, de la sueur. L'essentiel qu'il y a la notion par les menstruations, etc. D'accord? Très bien. Donc, le métabolisme du fer s'effectue en circuit fermé. Donc là, les besoins couvrent les pertes. D'accord? Donc, on a toujours des pertes du fer, que ce soit dans les urines, etc. Et ces pertes sont toujours remboursées, disons, par les besoins, par les entrées du fer dans l'organisme. C'est pour ça que la quantité toujours reste stable. Et on a déjà dit que cette quantité est répartie toujours en 3 constituants, en 3 secteurs. Le secteur fonctionnel qui participe à l'érythropoïèse, le secteur de réserve et le secteur qui circule dans le sang. D'accord? Donc, les besoins couvrent les pertes qui sont faibles, donc 1 mg par jour. Vous voyez, les pertes sont fécales, sueur, urinaires, desquamations cutanées, phanaires, etc. D'accord? Très bien. Bien sûr, durant l'enfance et l'adolescence, c'est toujours une période où on a besoin de plein de métabolites, notamment le fer. Très bien. Et chez les parturientes, c'est-à-dire les femmes enceintes. Alors, voyez les besoins, sans rentrer dans les détails. Voici les besoins
par jour du nourrisson, de l'adolescent, l'allaitante, la femme enceinte, femme en activité génitale, l'homme, femme ménopausée, les besoins et les apports par jour. D'accord? Très bien. Il faut savoir, vous allez me dire, pourquoi les besoins, par exemple, prenons par exemple le nourrisson. Il a besoin de 1,5 mg par jour de fer, d'accord? Pourquoi on n'a pas dit que les apports doivent être de 1,5 mg par jour? Eh bien, il faut savoir que pas toute la partie du fer qui est consommée, elle est absorbée, d'accord? Seulement 10% du fer consommé est absorbé, d'accord? Très bien. Et si on a besoin d'une quantité dans l'organisme de 1,5 mg par jour, ça veut dire qu'on a besoin d'apporter à l'organisme 15 mg, d'accord? Pour que l'organisme absorbe seulement 10 mg, 10% de cette quantité qui est de 15 mg, et il va apporter, donc cet apport doit être suffisant pour apporter ou pour couvrir le besoin, d'accord? C'est pour ça on multiplie toujours par 10, vous voyez, 2, 20, 1, 10, 3, 30, parce que l'organisme absorbe seulement 10% du fer qu'on consomme, d'accord? Alors la ration quotidienne nécessaire est de 10 à 20 mg par fer, là c'est en général, d'accord? Les apports alimentaires fournissent du fer ferrique sous forme de fer héminique, d'accord? Ou sous forme de fer non héminique. Donc le fer héminique, c'est celui qui se trouve au niveau de la viande, c'est quelque chose d'animal. Et le fer non héminique, c'est une autre forme du fer, c'est quelque chose qui se trouve au niveau de quelque chose qui est végétal, etc. D'accord? Je vous ai dit que l'absorption se situe au niveau du duodénum, du gênum proximal. Et vous voyez bien, c'est écrit en rouge, elle intéresse seulement 10% du fer ingéré. D'accord? Très bien. La boucle la plus importante est représentée par le circuit de l'érythropoïèse. D'accord? L'incorporation du fer pour la synthèse de l'hémoglobine est identique à la quantité libérée par hémolyse physiologique. C'est-à-dire, je vais simplifier un petit peu les choses. Donc, si on a un apport de 10 à 20 mg par jour, notre corps va absorber seulement 10% de cette quantité. Si on ingère 10 mg, notre corps va absorber 1 mg, d'accord, pour couvrir nos besoins. Ce 1 mg va être réparti en un compartiment circulaire. Le sang va transporter une petite quantité du fer vers la moelle pour faire l'érythropoïèse, d'accord. Une petite quantité de réserve, d'accord, sous forme de ferritine ou d'hémocédérine. Il va éliminer une quantité, d'accord. Et je vous ai dit que le fer se trouve sous ces trois secteurs, d'accord? Le sang, la moelle et la forme de stockage. Désolé. Il faut savoir que les globules rouges, après leur maturation dans la moelle osseuse, ils vont rejoindre le sang, ils vont circuler. Et à un moment donné, après une vie de 120 jours, ils vieillissent, ils doivent être détruits au niveau de la rate, etc. D'accord? Quand ils vont être détruits, d'accord, au niveau du système, vous voyez, réticulo-histiocytaire macrophagique, ils vont libérer quoi? Ils vont libérer du fer, parce qu'au premier lieu, l'aine contient du fer. Donc, ils vont libérer du fer. Ce fer va être réutilisé, d'accord? L'une des quantités de ce fer va être stockée, et une quantité, il manque une flèche ici, hein, il manque une flèche. Une quantité de ce fer qui est libéré par hémolyse va rejoindre encore plus la moelle pour toujours reconstituer d'autres globules rouges. J'espère que c'est clair. Alors les macrophages, lieu de libération du fer par l'hémolyse, d'accord, la destruction des globules rouges qui ont arrivé à leur terme, c'est pratiquement 100 à 125 jours, et bien sûr vont libérer du fer qui peut être réutilisé. L'élément central des échanges est la transférine, bien sûr, qui accepte et cède le fer. Donc tout le fer qui passe par le sang, il doit être fixé à la transférine, et la transférine va faire circuler le fer dans l'organisme. Les réserves qui interviennent essentiellement peuvent compenser le déséquilibre. C'est une notion qui est très importante, c'est-à-dire à un moment donné, quand les apports ne suffisent pas pour faire les différents échanges, d'accord,
quand la moelle ne dépose pas ou ne possède pas du fer nécessaire pour faire l'érythropoïèse, d'accord, les réserves sont alors mobilisées, dans ce cas-là, pour faire l'érythropoïèse. C'est ça le but des réserves, généralement. Et quand les réserves sont épuisées, les manifestations cliniques vont s'installer. D'accord? Très bien. Alors maintenant, après avoir fait un petit peu de la physiologie nécessaire pour comprendre la physiopathologie, on va attaquer les mécanismes physiopathologiques. Alors bien sûr, selon son importance, la carence martiale va se manifester en 3 étapes successives. C'est-à-dire à un moment donné, quand on aura un défaut quelconque au niveau de la chaîne du fer, c'est-à-dire soit des apports insuffisants, d'accord, des apports insuffisants par rapport à l'âge, par rapport à un enfant que les apports ne sont pas suffisants, ou par rapport à une augmentation de la nécessité en fer, comme par exemple c'est le cas pour la femme enceinte, d'accord, apport insuffisant, ou bien un défaut d'absorption, c'est-à-dire malgré les apports sont suffisants, on a une absorption qui est défectueuse, et l'absorption défectueuse peut voir dans plein de pathologies, notamment la maladie la plus fréquente, c'est la maladie, l'intolérance au gluten, d'accord, très bien. Ensuite, quand on a une élimination qui est excessive, c'est rare, d'accord, donc on aura un phénomène qui va causer